Bonjour à tous, je suis Guillaume Grosbois, nouvel agent de recherche, professeur associé à l'Institut de recherche sur les forêts. Je vais être le modérateur pour cet après-midi. Donc sans plus attendre, on va continuer avec le bloc 3 sur les télédétections et analyses spatiales. Et j'invite notre premier présentateur, Maxence Martin, qui va nous présenter « Quand on voit flou, il est temps de changer de lunettes, les atouts du lidar pour notre regard sur la forêt boréale ». Bonjour à tous. Je postais un projet que je fais avec Osvaldo, puis qui derrière ce titre assez mystérieux, en fait, va s'intéresser surtout aux vieilles forêts boréales et comment on pourrait les repérer avec notamment la technologie LiDAR. Et pour commencer un peu, on va parler des vieilles forêts qui sont vraiment un écosystème assez compliqué, parce que c'est des écosystèmes très changeants dans le temps, peuvent prendre beaucoup de formes. Si on prend ici vraiment un modèle de succession assez classique en pessière à mousse, on commence après un feu par une pessière équuyenne, qui après va évoluer vers un stade de vieille forêt quand la première cohorte commence à mourir et être remplacée par de nouveaux arbres, de nouvelles cohortes. Mais au fil du temps, on peut avoir d'autres changements, comme par exemple une colonisation du sapin baumier, donc un changement de composition. Et par exemple, le fait d'avoir plus de sapins veut dire potentiellement des épinites de tordeuses, des bourgeons d'épinette plus sévères, donc des perturbations plus modérées et plus ponctuelles dans le temps. Donc là, on voit que ça peut être assez variable dans le temps, mais le problème, c'est généralement, tous ces types de forêts-là peuvent être appelés vieilles forêts. Sur le plan écologique, on considère qu'une vieille forêt, c'est à partir du deuxième stade, donc dès que la canopée s'ouvre. Mais par exemple, sur le plan opérationnel, on considère qu'une pessière de plus de 100 ans est une vieille forêt, mais on a des pessières de plus de 100 ans qui ont encore une seule cohorte et qui n'a pas eu encore de dynamique des trouées qui s'est établie. Donc ça, c'est une certaine confusion que les écologues ont quand même cherché à un peu mieux améliorer avec le temps, à trouver plus de nuances. Par exemple, on peut parler de vieilles forêts en transition, on peut parler de vieilles forêts vraies quand la première cohorte a disparu, qu'on peut après segmenter selon la composition en espèces, et on peut aussi parler de vieilles forêts, par exemple, vraies et perturbées si il y a eu des perturbations récentes. Mais pourquoi distinguer tout ça? Pourquoi s'embêter vraiment à distinguer les vieilles forêts? En grande partie, c'est parce que différentes structures, différentes compositions, ça veut dire aussi différents habitats, différents services, différentes fonctions. Ici, c'est un exemple théorique, mais si on prend 4 espèces, une qui dépend des conditions après feu, une qui a besoin de chicots récents, une qui a besoin de sapins baumiers, puis une autre qui a juste besoin de temps depuis feu, ça veut dire qu'au fil des siècles, quand on voit ces changements de structure et de composition, on aura des habitats totalement différents, donc des espèces totalement différentes d'une vieille forêt à l'autre. Donc juste parler de vieille forêt en général, ça ne suffit pas à montrer cette complexité. Et en termes d'aménagement forestier, ça pose des problèmes parce que on sait qu'on a des massifs de vieilles forêts, des matrices de vieilles forêts, mais dans ces matrices, il y a des chances qu'il y ait différents types de vieilles forêts. Ici, on prend un exemple, on a 4 grands types de vieilles forêts qu'on va classer selon un gradient de volume de bois marchand, de productivité. Et le problème, c'est si on raisonne vraiment de manière un peu la façon actuelle, où on veut dire il faut conserver X% des vieilles forêts, ça veut dire que les chances en termes d'aménagement, on va dire très bien, on a gardé là, par exemple 50% des vieilles forêts du paysage, mais par contre, ce qui a été coupé, c'est prioritairement ce qui a le plus de valeur économique, ce qui est plus rentable, parce que souvent, les forêts qu'on va garder en protection ou en réserve, pour des raisons écologiques, c'est souvent les forêts qui ont peu de valeur économique. Mais ce faisant, potentiellement, on peut perdre des écosystèmes particuliers, on peut perdre des habitats, on peut perdre des fonctions, et donc ça ne correspond pas vraiment aux objectifs de l'aménagement écosystémique. Donc le mieux, ce serait vraiment avoir quelque chose comme ça, garder certaines surfaces de vieilles forêts, mais en plus faire en sorte que ce soit représentatif de leur diversité pré-industrielle. Le problème, c'est notamment dans un article qu'on a sorti cette année avec Nicole Fenton et Hubert Morin, c'est que quand on regarde la manière dont est classée la forêt boréale actuellement, notamment par le 4e inventaire décennal du Québec, on a un taux d'erreur extrêmement important. En fait, les 2 tiers des vieilles forêts, donc vraiment peuplement multicohortes, plusieurs sexes, structures complexes, étaient classées comme plus de 100 ans souvent, mais structure équuyenne, une seule cohorte. Donc, ça veut dire qu'on peut rater déjà beaucoup de vieilles forêts dans le paysage avec les inventaires photoaériens, mais en plus, l'erreur est variée selon le type de vieille forêt. Le pire étant pour les vieilles pessières pures, où là, dans 3 quarts des cas, on ne les repérait pas comme vieilles forêts, même si elles avaient plus de 300 ans et que c'était vraiment des peuplements multicohortes. L'erreur la plus faible, c'était pour les vieilles sapinières récemment perturbées, sans doute parce qu'on avait des grosses trouées, donc on voyait mieux vraiment la différence de structure verticale et horizontale des forêts. Donc nous, avec Osvaldo, ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est voir si on peut produire des outils pour mieux distinguer, déjà pour mieux identifier les forêts, mais aussi distinguer les différentes structures de vieilles forêts, notamment avec le LiDAR, mais aussi avec les données satellites, en prenant ici un exemple de ce qui a été fait ici dans l'ouest du Canada, sur des déploiements Douglas, où on voit que le LiDAR, on peut vraiment voir le gain en complexité structurelle avec la succession, mais dans ce cas-là, c'est dans des Douglas, donc des forêts qui feront 40-50 mètres de haut, donc c'est plus facile à voir que potentiellement dans de la pessière à mousse. Et pour ce faire, je vais vous présenter 2 cas d'études sur lesquels on travaille actuellement. Le point 2, c'est dans le parc des Monts-Valin, donc au niveau du Saguenay.
qui se situe, lui, dans la sapinière à bouleau blanc. Et ce parc, il est intéressant parce qu'en fait, quasiment toutes les forêts du parc, ce sont des vieilles forêts, soit des forêts de 80 ans et plus, comme on considère au niveau opérationnel, mais la partie sud du parc était brûlée vers 1920, donc des forêts sont vraiment au début du stade vieille forêt, mais on est aussi au nord des très vieilles forêts. Des datations en 1914 montreraient que ça a plus de 5000 ans, certaines d'entre elles. Et en plus, on a eu récemment des spines tordeuses assez sévères, vu qu'on a la sapinière, qui ont ouvert des gros trous dans ces forêts-là, donc on peut vraiment distinguer entre des vieilles forêts vraies non perturbées et des vieilles forêts vraies très perturbées. Et en plus, autour, on a des forêts qui ont été coupées dans la même période que la tordeuse, ce qui fait qu'on peut même comparer un peu les classiques de ces forêts-là pour avoir des références de forêts de seconde venue. Et on peut voir déjà que le LiDAR et aussi des satellites, on peut vraiment assez facilement quand même distinguer quelques grands groupes de vieilles forêts. Donc par exemple, si on prend comme point de référence les vieilles forêts vraies, on remarque que les forêts de seconde venue, forcément les arbres sont moins hauts, on a une plus faible complexité structurelle. Pour les vieilles forêts en transition, en fait, vu que dans la forêt mixte, on a beaucoup plus de feuillus à cette période-là, ce qui fait qu'on remarque que les plants sont plus verts, entre guillemets, on a une différence de couleur de réflectance. On a aussi une canopée qui est plus dense parce que les feuillus ont une canopée beaucoup plus large que celle des résineux. Et les vieilles forêts vraies qui ont été perturbées, elles montrent vraiment des grosses trouées, aussi des très fortes variations de hauteur entre les arbres, qui permet vraiment de les distinguer d'une vieille forêt vraie qui, elle, a été peu perturbée. Et donc, ce faisant, on peut un peu mieux cartographier les divers types de vieilles forêts dans le parc des Monts-Valin. Ainsi, on peut avoir donc, des vieilles forêts en transition, mais en début de transition, en vert foncé. En vert clair, on va avoir des vieilles forêts en transition toujours, mais un peu plus avancées, qu'on est un peu plus complexes. Ensuite, en orange, on a les vieilles forêts vraies. On voit de orange à rouge une grande matrice de vieilles forêts vraies. En orange, c'est peu perturbé, en rose, c'est moins perturbé, et en vrai, c'est fortement perturbé. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est vraiment des grandes agglomérations spatiales de structures assez homogènes dans l'espace, qui peuvent vraiment aider à l'aménagement, parce qu'on peut vraiment repérer certains types de vieilles forêts bien spécifiques, surtout si on compare, en fait, au quatrième interdécennal, qui a pris les photos aériennes à peu près au même moment qu'on avait pris les données LiDAR, avec peut-être 3-4 ans d'écart, je pense. Et ce qu'on voit entre nos deux classifications, c'est vraiment le jour et la nuit, on n'a pas eu tous les mêmes résultats, sachant que l'amortisseur décennal, lui, il voit très peu de vieilles forêts dans le paysage, et ce sont des petits morceaux isolés ça et là. Là où nous, on a vraiment une distinction très nette entre zones brûlées récemment, zones non brûlées, et différentes taches de vieilles forêts perturbées. Maintenant, on peut passer au second cas d'étude, qui est celui au niveau du lac Péribonka. Donc là, on saute dans la Pessaramousse pour avoir droit à un autre type de vieille forêt boréale. Et ce qui est intéressant ici, c'est déjà, on a quand même des références assez pertinentes. Donc déjà, on a un feu qui a apparemment eu lieu en 1905. Donc là, on est dans une forêt qui a à peu près 100 ans, qui est au début du stade de vieille forêt pour la Pessaramousse. Mais on a aussi deux forêts classées comme écosystèmes forestiers exceptionnels. Donc des vieilles forêts exceptionnelles qui sont reconnues pour leur vieillesse, qui sont vraiment protégées par le ministère de la Faune et des Parcs pour ces raisons-là. Et en plus, aux alentours immédiats, on a encore une matrice de vieilles forêts qui n'ont pas brûlé depuis au moins 130 ans, mais pour laquelle on n'a quasiment aucune information. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est vu qu'on on sait que ce sont tous des vieilles forêts, tous nos paysages, ce sont des vieilles forêts, mais maintenant, comment on pourrait les séparer entre vieilles forêts en début de transition et vieilles forêts exceptionnelles? Est-ce qu'on peut classer le territoire en prenant ces références? Et en effet, on y arrive. Donc là, on voit en bleu, c'est la référence forêt brûlée il y a 100 ans. En rouge sont les vieilles forêts exceptionnelles. Et après, on peut prédire, par exemple avec une régression logistique, quelle est la probabilité pour le reste de la forêt dont on ne connaît rien, qu'elle soit classée comme une vieille forêt de référence. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit vraiment bien ici, c'est qu'on a vraiment des agglomérats bien définis au niveau spatial de vieilles forêts qui ont l'air extrêmement vieilles, autour notamment des vieilles forêts exceptionnelles. Donc là, vraiment des massifs de très vieilles forêts au milieu d'une matrice de forêts qui sont un peu plus jeunes, mais qui sont quand même différentes de la forêt qui a brûlé il y a 100 ans. C'est-à-dire des forêts qui sont quand même plus avancées en termes de succession, mais qui structurellement montrent quand même un aspect différent. Une autre approche peut être simplement de classifier le territoire. Donc là, par exemple, si on fait une analyse par cas moyenne pour grouper nos structures de vieilles forêts, pour voir si on obtient des choses aussi homogènes et au niveau spatial, au niveau structure. Et en effet, on remarque aussi que généralement, on peut très bien voir des types de vieilles forêts redondants dans le paysage qui ont l'air de faire des patrons spatiaux pertinents, mais on remarque qu'il y a quand même une certaine divergence par rapport à notre méthode précédente. Et là, c'est un moyen de recouper les deux approches. Donc à gauche, on a nos clusters, nos groupements, donc nos 5 types de vieilles forêts, et à droite, on va avoir la probabilité que le peuplement soit une vieille forêt exceptionnelle.
Et ce qu'on observe, c'est que globalement, on a quand même une certaine logique. On voit que certains types structuraux sont plus ou moins liés à certains niveaux prédits de succession, donc il y a l'air de pouvoir dégager une certaine logique de tout ça. Mais il y a quand même toujours un peu de bruit, ce qui a du sens avec des écosystèmes aussi complexes que les vieilles forêts, mais ça souligne à quel point il faut vraiment faire attention au choix et à la méthode qu'on prend quand il faut classifier le territoire, mais avec ces outils, parce qu'on peut quand même avoir des résultats un peu différents. Et pour terminer, maintenant, on peut voir qu'est-ce que le quatrième inventaire décennal disait, lui, de ce territoire-là, pour comparer avec ce qu'on a trouvé. Déjà, l'inventaire, lui, repérait quand même que la moitié du territoire, c'est des forêts qui avaient plus de 80 ans, donc assez vieilles généralement. Mais à nouveau, si on regarde les vieilles forêts classées aussi irrégulières par le quatrième décennal, bah, on remarque que ça fait vraiment souvent des petites taches assez isolées dans le territoire, ça fait pas vraiment de groupement très homogène. Vraiment, au contraire de notre approche de classification de la probabilité de vieilles forêts exceptionnelles, qu'on peut voir à droite, où là, mais vraiment de vieilles forêts en paysage. Donc, en conclusion, ce qui des satellites, par exemple, c'est vraiment un outil efficace pour mieux identifier les vieilles forêts boréales, mais aussi discriminer les différentes formes qu'elles peuvent prendre dans l'espace et dans le temps. Et donc, c'est vraiment un outil important pour faciliter les décisions d'aménagement dans le territoire. On peut le voir, on peut vraiment atteindre un niveau de précision bien plus important et permettant de mieux protéger non seulement l'abondance et la qualité des forêts, mais aussi leur diversité et leur fonctionnalité. Par contre, on a quand même des limites, et la première peut être la fiabilité de nos références. Parce que par exemple, on a des vieilles forêts exceptionnelles qui sont des références, elles sont protégées, mais la classification, elle est faite parce que ces forêts-là ressemblaient à ce qu'on attend de vieilles forêts, c'est-à-dire beaucoup de bois mort, une grande complexité structurelle. Mais ce qu'on voit des recherches récentes, c'est que une vieille forêt boréale, ça n'a pas forcément une tête de vieille forêt. Là, à droite, j'ai mis une photo, par exemple, c'est une vieille sapinière qui avait été assez sévèrement perturbée par la tordeuse de 70-80, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de mortalité, et donc la régénération a poussé très fortement et a reformé en 30-40 ans une canopée assez homogène. On a encore quelques gros arbres qui en ressortent de la canopée, mais on a une sorte de grande, quasiment une seule couche dans la canopée, une seule layer, je ne sais plus comment dire en français. Donc ce qui fait que vu de loin, si on ne fait pas attention, ça ressemble à une forêt écouillenne, parce que tous les arbres ont l'air d'avoir la même taille. Mais dans les faits, simplement multicohorte, on a beaucoup de bois mort au sol, puis la continuité de l'état forestier n'a jamais été coupée. Donc c'est une vieille forêt, mais qui porte une tête de vieille forêt. On peut dire la même chose pour les feux. Quand on parle de feux anciens, il faut être certain que les feux de forêt anciens, que leurs limites et leur présence soient des données fiables si on s'en sert comme référence. Et ça, forcément, plus on remonte dans le temps, plus c'est compliqué. Ce qui fait que pour pouvoir avoir des modèles plus fiables dans le futur, il faudra beaucoup de terrain pour valider ces modèles. Mais là, ce sera la limite qui vient ensuite, c'est que pour pouvoir bien capter la complexité des vieilles forêts, c'est vraiment beaucoup de données de terrain prises dans une diversité de vieilles forêts et prenant beaucoup de métriques différentes, aussi bien structure, bois mort, dans nos chronologies, voire carbone 14, pour pouvoir donner des meilleurs modèles. Mais en tout cas, de nous, ce qu'on voit dans le résultat, c'est qu'on a l'air d'être sur la bonne voie et on peut proposer des choses assez intéressantes pour faciliter la mise en place de l'aménagement écosystémique au Québec. Merci.